sur TV5 Monde, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Kiosque. Au sommaire, ce dimanche, Gianni Infantino est le nouveau patron du football mondial. Est-ce la fin de l'ère Blatter, son prédécesseur déchu? Comment restaurer l'image de la FIFA ravagée par les scandales de corruption et cernée par la justice? Gianni Infantino pourra-t-il construire sur un champ de ruines? Et comment la FIFA parviendra-t-elle à surmonter cette affaire? En Iran, réformateurs et modérés en voie de se renforcer après une double élection, Parlement et Assemblée des experts. Le contexte est-il favorable au changement après l'accord sur le nucléaire? Quelle est la marge de manœuvre? Quel modèle de société choisiront les Iraniens? Puissance régionale au Proche-Orient, l'Iran est-il à la croisée des chemins? Le retour du mouton noir chassé par un mouton blanc, les Suisses refusent la proposition de la droite populiste d'expulser automatiquement les criminels étrangers, cette fois même pour des infractions mineures. Pourquoi ce thème est-il si récurrent en Suisse? La crise migratoire européenne a-t-elle un impact sur les résultats? Et pour en parler, voici ce dimanche nos kiosqueurs. Delphine Minoui, correspondante au Proche-Orient pour le quotidien français Le Figaro, franco-iranienne, vous avez vécu à Téhéran pendant 10 ans, lauréate du prix Albert Londres pour une série d'articles sur l'Irak et l'Iran en 2006, et auteur notamment de Je vous écris de Téhéran, sorti il y a un an chez Seuil. Jean-Christophe Ploquin, rédacteur en chef à La Croix, quotidien français, chrétien et catholique. C'est là que vous avez fait votre carrière depuis le début des années 90, successivement en charge du Proche-Orient, de l'Union européenne, puis chef du service international. Xavier Collin, journaliste à la RTS, pur produit franco-suisse, on peut le dire. Après 13 années à la radio française Europe 1, notamment correspondant à Beyrouth et à Washington, vous avez rejoint la télévision suisse romande en 87 et depuis 7 ans, vous êtes aux commandes de l'émission de décryptage Géopolitis, coproduite et diffusée sur TV5 Monde. Et enfin, Marie-Roger Biloa, directrice du groupe Africa International magazine panafricain francophone, créé à la fin des années 50 au Sénégal. Merci à vous quatre d'être en plateau aujourd'hui pour faire un point sur l'actualité de la semaine et l'analyser. Et on va commencer tout de suite avec le nouveau capitaine du football mondial. Pas sélectionné dans l'équipe de départ, pas même sur le banc de touche, il a pourtant mené un contre efficace en remontant la balle dans les espaces vides des adversaires, Sepp Blatter et Michel Platini, hors jeu un lobe plus tard. C'est donc Gianni Infantino qui marque le but final. Il est devenu le 9e président de la FIFA. Nombre total de votes valables recueillis par Gianni, 115. La FIFA a passé des moments tristes, des moments durs, des moments de crise. Mais c'est fini. C'est fini maintenant. On doit aller de l'avant. On doit appliquer les réformes, bien sûr. On doit appliquer la bonne gouvernance et la transparence. Et on va faire en sorte qu'on puisse finalement, à nouveau, se concentrer sur ce magnifique jeu qui est le football. Je le félicite. Gianni Infantino doit poursuivre ce que j'ai initié. Le nouveau président, avec l'ensemble du comité exécutif, devra mettre en place les réformes. C'est une tâche immense, beaucoup de travail. Être président ces jours-ci n'est pas chose facile. Alors, première question, peut-on imaginer pire entrée en matière pour Infantino que des félicitations de Sepp Blatter? Marie-Roger. Moi, ce qui me frappe justement, c'est que ça m'a rappelé un petit peu le Vatican, où le pape n'est jamais très loin de Rome. Hein, même lorsqu'ils vont chercher quelqu'un à l'étranger, c'est un Italien de la diaspora, n'est-ce pas? Donc là, on nous a fait croire que Salman pouvait gagner, alors que ça reste toujours Salman suisse. Qui était favori, l'autre favori avec Gianni Infantino. Alors que ça reste toujours suisse et qu'on sent quand même l'ombre de Blatter derrière et Blatter montre malgré tout, il a quand même une main très forte sur l'organisation. Je vais passer tout de suite la main à Xavier Collin. Est-ce qu'il y a une mafia suisse? Parce que c'est un peu ce que sous-entend Marie-Roger. Le problème n'est pas du tout qu'un Suisse succède à un Suisse. D'ailleurs, ils habitent à peu près à 10 km l'un de l'autre en vallée. Non, le problème, il n'est pas là. Le problème est, est-ce qu'il fallait quelqu'un de l'extérieur, un expert, ou quelqu'un qui ne connaissait pas forcément les rouages de la FIFA pour mettre de l'ordre dans ces écuries d'Augias, ou est-ce qu'il fallait quelqu'un de l'intérieur? Bon, maintenant, c'est fait, c'est quelqu'un de l'intérieur. Mais puisque vous faisiez référence effectivement à Sepp Blatter. Sepp Blatter lui écrit une lettre ouverte hier soir en le félicitant, en lui souhaitant bonne chance. Et si on lit bien la lettre, au milieu du paragraphe, il lui rappelle très gentiment qu'il y a 10 ans, lorsque lui, Blatter, a voulu faire des réformes, c'est l'UEFA qui s'y était opposé. À l'époque, l'UEFA, M. Infantino étant à l'époque le numéro 2 derrière Platini. Donc le gros problème actuellement, c'est les réformes. Oui. Alors, on nous annonce comme une réforme spectaculaire le fait qu'on va réduire les mandats des présidents.
pourquoi pas. Le fait qu'on va enfin publier les rémunérations de ces messieurs-dames. Il annonce aussi qu'il va, c'est vraiment une surprise, il annonce il l'a fait juste avant son élection, qu'il va redistribuer 25% des profits de la FIFA. Vous savez que sur une période d'un mandat, donc entre 4 et 5 ans, les revenus de la FIFA, c'est entre 4 et 5 milliards de dollars. Et on a envie de dire 25% seulement distribués aux 209 fédérations. Donc voilà, il y a beaucoup de travail, il va s'y mettre, il faut lui faire crédit. C'est un homme tout à fait honnête, un juriste, un bon juriste, il faut lui faire confiance. Mais vous savez, ça va être très dur parce qu'il est sous la pression de ceux qui l'ont élu, sous la pression des Américains qui n'ont pas du tout l'intention d'abandonner les poursuites judiciaires, et sous la pression de la Suisse. Figurez-vous que la Suisse exige actuellement, dans plusieurs enquêtes, de savoir dans quelles conditions ont été attribuées les Coupes du Monde en Russie. Alors ça, on va y revenir peut-être dans une partie sur la FIFA au niveau judiciaire, puisqu'il y a pas mal de choses à dire. Mais première chose déjà, est-ce que c'est la bonne personne? Parce qu'on nous parle d'un plan B, ça devait être Platini. Platini, finalement, hors jeu, je le disais, pour des histoires aussi et mis de côté. Est-ce que c'est la bonne personne? C'était un plan B au départ. Oui, c'est effectivement l'outsider que personne n'avait vraiment vu venir. Pour certains, c'est un peu Brutus aussi qui a planté un coup de poignard dans le dos de Platini. En tout cas, qui n'a pas attendu que Platini, qu'on soit sûr que Platini ne pourrait pas se présenter pour faire acte de candidature. Cela dit, c'est vrai que en face, le candidat, donc Sher Salman du Bahreïn, était pas non plus un candidat qui paraissait tout à fait vierge en termes de corruption, voilà. Et donc c'est clair que entre ces deux favoris, c'est vraisemblablement le candidat le plus neutre en fait qui l'a emporté. Et donc c'est quelqu'un qui a quand même déjà une quinzaine d'années d'expérience à l'intérieur de la principale fédération de football du monde, qui est l'UEFA, donc la fédération de football européenne. Donc c'est quelqu'un qui connaît un petit peu les dossiers. C'est clair que dans ce milieu-là, on a beaucoup de mal à envisager que finalement il puisse ne pas y avoir quelques petites affaires qui se passent dans les couloirs et loin des caméras. Je pense que le facteur principal quand même, c'est qu'il va agir sous les feux de la justice américaine, sous les feux de la justice suisse. Donc ce n'est plus quelqu'un comme Blatter qui avait créé son petit monde un petit peu à part et qui pouvait tirer les ficelles, ou peut-être que Platini aussi agissait comme ça, on ne sait pas. Mais en tout cas, lui, il va vraiment devoir agir avec des enquêteurs, et pas les moindres, qui sont tout près de lui et tout près de son organisation. Alors, il était jusqu'ici à une fonction très concrète de préparation, pour dire ça comme ça. Là, il endosse. Il était secrétaire général de l'UEFA. Oui. Là, c'est un rôle très politique. Oui. Le patron de la FIFA est reçu à peu près par tous les chefs d'État de la planète. Est-ce qu'il a cette carrure politique aussi? Alors ça, il va nous le démontrer, mais c'est vrai que c'est un rôle géopolitique. Il faut quand même rappeler à tous ceux qui nous regardent qu'il y a plus de pays qui participent à la FIFA que de pays qui sont membres des Nations Unies. Tout à fait. Donc, je veux dire, c'est une entité géopolitique. Quand on voit l'impact des Coupes du Monde, par exemple, c'est tout à fait énorme, pas seulement en termes de revenus. Donc là, l'une des premières mesures qu'il va prendre, ça va être de séparer, si j'ose dire, le politique de l'organisationnel. On va voir effectivement s'il y a une bonne séparation. Mais encore une fois, faisons-lui confiance. C'est un homme tout à fait intègre. Il l'a montré jusqu'à présent. Bonne chance, monsieur Infantino, pour la suite de ces Blatter. Bonne chance. Oui, en effet, on lui souhaite bonne chance, parce qu'il hérite vraiment d'une espèce d'énorme pompe à corruption qu'il va devoir réformer de fond en comble. Mais c'est vrai, je suis tout à fait d'accord. Je pense que c'est la carte de la neutralité qu'il a emportée. Pour revenir à l'aspect politique, Sher Salman, il faut rappeler qu'il a aussi créé la polémique au Bahreïn. Rappelez-vous, au moment du printemps arabe, il était aussi derrière la répression des manifestations. Donc, il n'avait pas non plus bonne figure. Donc là, avec ce nouveau président, c'est la neutralité, l'intégrité qui prime avant tout. Alors, on va regarder la une. Je vais vous donner tout de suite la parole, Marie-Roger. On va regarder la une del Tiempo. Une ascension fulgurante, d'immenses défis à venir. C'est un peu ce que constate la presse mondiale à travers la planète. Donc là, ici, c'est le grand quotidien El Tiempo, une référence de la presse latino-américaine qui titre sur cette élection. Gianni Infantino pourra-t-il construire sur un champ de ruines, Marie-Roger? Alors, la FIFA, je ne sais pas si c'est un champ de ruines. Le budget de la FIFA dépasse celui d'États comme le Sénégal ou ça. La FIFA reste très puissante. Elle est juste surveillée maintenant un peu plus. Mais moi, je vais pas abonder dans l'optimisme général. Je pense qu'Infantino, son élection est un moment d'accalmie.
Ouf, on s'est dit, ça y est, on a changé, bon, lui, il ne traîne pas trop de casseroles, etc. Mais, comme le dit mon cher confrère, et le rappelle à juste titre, on ne va pas changer beaucoup. On va déjà, même dans la répartition des budgets, ils gardent la plus grande partie pour eux-mêmes. Donc, je pense qu'une fois que la tension va retomber, la FIFA va continuer comme avant, ou avec des changements seulement à la marge, parce qu'elle est très difficile à réformer. Et deuxièmement, quand on me dit, il a de l'expérience, certes, mais il n'est pas le seul. Il y a beaucoup, la FIFA est une grande organisation avec plein de gens qui savent comment ça fonctionne et qui auraient pu aussi avoir le recul nécessaire pour réformer. Je pense que en Suisse, avec Blatter, comme d'habitude, ça va pas beaucoup changer. À mon moment, je suis pas optimiste. Quelqu'un veut réagir à ça? Il y a un décalage entre le fait que la FIFA, en fait, c'est une association à but non lucratif suisse. Et que, en même temps, l'argent, effectivement, qui est géré sur une période de 4 ans, qui correspond à un mandat, en gros, c'est 5 milliards de dollars. Donc, c'est vraiment des échelles, on est à côté à des échelles gigantesques avec des structures qui sont associatives. Donc, quels sont les contrôles, les systèmes de contrôle en interne qui permettent de savoir où passent ces sommes absolument monumentales. Les sponsors, peut-être, pourraient faire pencher la balance? Parce qu'on l'a vu au moment du scandale, ils ont déjà fait bouger les lignes. Ils demandent une enquête indépendante encore aujourd'hui. Donc ça pourrait être la pression des sponsors qui permettrait peut-être de garder un œil sur ce qui se passe à la FIFA? Alors, pression des sponsors, et puis j'insiste, pression aussi des différentes justices américaines et suisses. Pour vous donner un exemple, alors on peut dire de la justice suisse qu'elle a mis du temps à se réveiller, c'est une critique qu'elle accepte, je crois, mais en tout cas, elle fait son travail. Et à titre anecdotique, encore que ce soit pas tout à fait anecdotique, par exemple, la justice suisse a révélé il y a peu qu'elle était sur la trace de 50 comptes bancaires dans 10 établissements bancaires suisses différents et qui sont de la FIFA, plusieurs centaines de millions de dollars, avec même des perquisitions, et on le sait très peu, des appartements dans les Alpes qui ont été saisis. Donc vraiment, il y a tout un travail qui est fait. Il va falloir gérer ça. Et puis surtout, pour M. Infantino, ce qu'il va falloir gérer, c'est les fameuses 2 Coupes du Monde en Russie et au Qatar. Et qui, actuellement, aujourd'hui, peut nous dire... Nous sommes absolument persuadés que ces Coupes du Monde auront lieu telles qu'elles ont été définies dans les pays que nous avons choisis. Je n'en suis pas sûr. Après, on va rester sur la justice, parce que la justice suisse, techniquement, a la capacité de dissoudre la FIFA, ou en tout cas de la mettre sous tutelle. Est-ce qu'on pourrait imaginer en arriver là un jour? Alors ça, si au niveau juridique, je suis tout à fait dans l'incapacité de vous répondre. Est-ce que la justice suisse a le pouvoir de dissoudre la FIFA? Je pense que ça ferait les gros titres des journaux. C'est sûr, mais enfin... Mais je n'en sais rien du tout. Mais ce qui est sûr, c'est que cette faculté de contrôle est énorme. Ce qui est sûr, c'est que, en fait, le football mondial, effectivement, on voit la FIFA qui est, en fait, le principal boulot de la FIFA, c'est d'organiser une Coupe du Monde tous les 4 ans. Mais ensuite, il y a des fédérations, il y a 6 fédérations qui sont continentales et qui, elles, sont indépendantes, en fait, qui sont quasiment au même niveau, peut-être même à un niveau supérieur, c'est-à-dire c'est elles qui gèrent le calendrier des compétitions continentales. Donc, c'est l'UEFA, effectivement, d'où vient Gianni Infantino et qui était dirigé par Michel Platini. C'est l'UEFA qui est vraiment entièrement maître des Coupes d'Europe qui sont organisées à l'échelle de l'Europe, de la Coupe d'Europe des Nations. Et donc, la FIFA, finalement, on pourrait imaginer un scénario où les grandes confédérations continentales se diraient, si peut-être que la FIFA est complètement noyautée, pourrie de l'intérieur, après tout, peut-être qu'on pourrait imaginer un scénario alternatif. Mais ce serait une déflagration étonnante. Mais est-ce que ces grandes confédérations ne sont pas elles-mêmes contaminées? On peut s'interroger par exemple sur la CAF, la Confédération africaine, qui, on le sait, a le plus gros réservoir de votes, de voix. Oui, bien sûr. Il y a eu beaucoup de soupçons de scandales, ou même des histoires autour de ça, et autour de, j'allais dire, la façon de monnayer, la possibilité de monnayer des voix, etc. Mais ce qu'on voit, il faut le dire aussi quand même, c'est que c'est un succès, la FIFA, avoir monté une telle organisation à partir de rien. Je me souviens que au départ, chacun, peut-être dans sa famille, des jeunes qui voulaient faire du foot, on les considérait comme des ratés. Maintenant, devenir une vedette de foot, on est au sommet de l'humanité pratiquement. Et ça, c'est aussi dû à la FIFA parce qu'ils ont su le rendre lucratif, puissant et tout ce qu'on veut. Donc, il faut garder ça, on est d'accord. On ne veut pas affaiblir la FIFA. C'est bien qu'ils brassent des milliards. Mais le problème, c'est bien ça, c'est comment s'assurer que tout ça est géré et distribué de manière
j'allais dire, raisonnablement équitable. C'est parce que là, c'est excessivement bizarre. Et aussi, comment s'assurer que ce ne soit pas une source de corruption généralisée, parce qu'on a aussi entendu Blatter, qui a beaucoup soutenu le football africain, pour le dire. Et il a une bonne image en Afrique, Blatter, malgré ça. Il a beaucoup soutenu le football. Comment faire pour que, que l'image du foot ne soit pas associée aussi à la corruption, à une espèce de Uber-étatisme, supranationalité ou de nationalisme, où la FIFA a plus de pouvoir que les États, et même les fédérations nationales sont toujours en conflit avec les ministères parce qu'ils ont de l'argent, ils sont puissants. Il y a pas mal de choses à réformer à ce niveau-là, mais bon, la FIFA reste quelque chose d'une organisation attrayante. Qui a fait le bien aussi, qui a aidé à développer le football, et notamment en Afrique. Xavier. Je dirais presque pour conclure qu'il y a heureusement un très bon exemple en Suisse, où un nettoyage a été fait par des Suisses, c'est le Comité olympique international. Que n'avait-on dit au moment, rappelez-vous, des Jeux de Salt Lake City, avec une corruption avérée, des délégués qui touchaient mais vraiment des millions et des millions de dollars. Et des fois, pas grand tout ce ménage a été fait après l'époque Samaranch, ça a été l'époque Rogue, avec beaucoup de probité, beaucoup d'honnêteté, de travail, maintenant dans l'époque Bach, et voilà. Donc, je veux dire, il y a quand même des exemples sérieux d'un travail sérieusement mené qui peut amener à ce qu'une organisation internationale doit absolument être, c'est-à-dire au service des fédérations qui la composent. Peut-être cela prendra-t-il quelques années. On aura le temps de voir quelques matchs de foot. Rogue, c'est un très bon exemple parce qu'on disait qu'il n'avait pas de charisme. Et c'est pareil un peu avec Infantino. Et M. Rogue a fait son travail extrêmement discrètement, sans bruit. Et je vous rassure, il était belge, donc il n'était pas suisse. Et il a fait le travail en Suisse avec une supervision. Et si vous regardez bien, l'un des artisans des réformes actuelles de la FIFA, M. Carrard, était l'un des hauts responsables du Comité olympique international à Lausanne. Je laisse compléter. Oui, on aimerait que la FIFA, quand même, sur les valeurs que représente le football. C'est vrai que le football, c'est un peu le sport universel. Donc, comme vous le disiez, des tas de jeunes aujourd'hui peuvent rêver de devenir footballeurs de haut niveau. C'est un sport finalement très démocratique. On peut naître dans un bidonville comme Pelé et devenir la star absolue. Mais voilà, on aimerait que la FIFA porte davantage ce discours sur les valeurs. C'est vrai qu'elle redistribue une partie de l'argent vers des fédérations qui sont moins fortunées que d'autres. Donc là, elle joue un rôle important. Mais voilà, il faut vraiment que ce scénario, que cette séquence de la corruption s'efface pour que le foot, finalement, redevienne un peu attrayant pour tout le monde, alors qu'aujourd'hui, il n'est quand même pas trop. Alors, en sport comme en religion, tout est question de croyance. Face au scandale à répétition, est-ce que les supporters pourraient perdre la foi, Delphine? Est-ce que vous avez perdu la foi? Écoutez, moi, je suis pas une grosse fan de foot, pour tout vous avouer. Donc, l'attrait du football n'a pas faibli du tout, à cause des scandales de la FIFA. Pas du tout. Je crois que chacun s'attendait à ce qu'on retrouve de l'ordre dans tout ça, parce que c'est pas terrible si Blatter en examen, il est pas là. Je crois que ça soulage tout le monde qu'il y a à nouveau un chef clair, élu, et que les choses repartent. C'est vrai que ça va pas. On a pris quelqu'un pour que ça change tout en restant pareil. Pour terminer là-dessus aussi, Jean-Christophe, vous gardez la foi. C'est la télévision beaucoup qui explique la poussée du football. C'est un sport très télégénique. Il y a des règles du jeu qui sont assez compréhensibles pour tout le monde. Donc, je pense qu'il restera, il y a toujours, je pense que chaque génération apporte ses nouveaux fans. Moi, j'allais dire, je suis de la génération Saint-Étienne, 1976, oui, même avant, hein, Rocheteau, voilà. Donc, c'est vrai que chaque jeune génération arrive avec sa foi dans le football. Avec l'âge, ça s'atténue un peu. Je suis devenu un peu plus rugby, pour ne rien vous cacher. Mais voilà, parce qu'on cherche quand même des sports où il y a un peu plus de fair play, un peu moins c'est vrai que au rugby, en 3 secondes, mais en rugby, vous avez des affrontements quand même extrêmement puissants, virils en permanence, et le joueur se relève tout de suite après. Au foot, le moindre petit croche-patte, on a l'impression que c'est la fin du monde. Il y a un joueur qui se tord sur le terrain. Bon, il y a un moment où ça va, ça suffit. Voilà. Xavier, le mot de la fin pour vous, foi, pas foi en la FIFA? Ah, mais je crois qu'il faut garder foi dans le football, et je crois que ce qui a été dit à propos de la FIFA, c'est simple.
il faut que la FIFA se reconcentre sur le foot et il faut que le foot vraiment se concentre sur la probité et le travail intellectuel de la FIFA. Et ce sera le mot de la fin en espérant que vous soyez entendu, Xavier. Je vous propose maintenant d'en venir à notre prochain thème, puisque vendredi, les Iraniens étaient appelés à élire les 290 membres du Parlement et les 88 membres de l'Assemblée des experts, deux instances jusqu'ici dominées par les conservateurs. Alors les premières élections depuis la conclusion en juillet d'un accord entre les grandes puissances et Téhéran sur le programme nucléaire en Iran, ça compte. Taux de participation autour de 60%, 33 millions de citoyens se sont rendus aux urnes. Je veux ce que tout le monde veut, la liberté d'expression et tous les genres de liberté dont bénéficient les gens ailleurs dans le monde. Nous aussi, nous voulons ces libertés. Ma priorité et ce que j'attends le plus, c'est que le Parlement soit en accord avec la politique du gouvernement pour les questions locales et internationales. Cela pourrait être bénéfique pour le pays et ça pourrait aider à ramener la paix sur les plans politiques et sociaux. Nous votons pour protéger notre gouvernement qui va ouvrir la porte à de nouvelles relations avec l'Europe, les États-Unis et les autres pays d'Asie, à une nouvelle communication avec eux. Avec la situation sensible dans la région, l'élection à venir aux États-Unis et le risque d'une victoire de la frange dure des républicains, nous avons besoin d'un Parlement plus sage, avec un agenda rationnel. Alors, les alliés réformateurs et modérés du président Hassan Rouhani seraient en voie de renforcer leur position face aux conservateurs. À Téhéran, ils remporteraient la totalité des 30 sièges du Parlement. Alors, on parle évidemment de résultats provisoires qui nous parviennent. Les résultats définitifs, j'insiste, ne sont pas connus. Mais comment interpréter déjà ces premiers chiffres, Delphine, qui vont plutôt dans le sens d'une percée des réformateurs ? Oui, c'est vraiment une page qui se tourne. C'est le retour pour moi des réformistes. Et c'est une percée qui est double. Ne serait-ce que obtenir l'intégralité des 30 sièges de Téhéran, c'est déjà un signe très très fort. Les premiers résultats, en effet, montrent qu'ils rafleraient près de la moitié des autres sièges dans les provinces. Donc ça veut dire que les réformateurs reviennent au sein du Majlis, donc le fameux Parlement iranien, qui a quand même un rôle assez crucial en Iran. Et puis l'autre victoire, c'est également du côté de l'Assemblée des experts. Alors l'Assemblée des experts, c'est une institution un peu impressionnante puisque c'est un collège de 88 religieux, des ayatollahs enturbanés, qui sont élus au suffrage universel direct tous les 8 ans et qui ont pour tâche importante et délicate de désigner le futur guide religieux le jour où le guide actuel, Ali Khamenei, décédera. Et ce qui est très marquant dans ce vote aujourd'hui, c'est que des figures ultra-conservatrices qui ont vraiment empoisonné la politique iranienne au cours des dernières années, je pense notamment à l'ayatollah Mesbah Yazdi, vraiment un ultra-conservateur qui était considéré comme le père spirituel de Mahmoud Ahmadinejad, qui avait remporté l'élection lors des élections considérées frauduleuses en 2009. Et ben cet homme a été exclu de l'Assemblée des experts. En retour, Hassan Rouhani, qui est le président iranien, président réformiste depuis 2013, a rejoint cette assemblée, ainsi que Rafsanjani, ex-président iranien également, est considéré comme un pragmatique. Donc alors, c'est plutôt bon signe. Dans quel état d'esprit ont voté les Iraniens ? Ils ont voté. Alors justement, je discutais tout à l'heure au téléphone avec une jeune journaliste iranienne qui était très enthousiaste. Elle travaille pour la presse réformiste. Ils ont voté avec le cœur, c'est ce qu'elle me disait. Ils ont voté avec l'espoir, et c'est pas pour rien non plus. On est beaucoup dans le symbole en Iran. Cette grande liste réformiste qui inclut également des modérés, mais également des candidats indépendants. Elle s'appelait Omid, et en persan, Omid signifie l'espoir. Jean-Christophe, vous voulez réagir ? Je dirais que j'entends ce que dit Delphine Minoui et j'écoute évidemment avec beaucoup d'attention son analyse. Et c'est vrai qu'on avait le sentiment que au moment vendredi, jeudi, quand on a vu des reportages paraître, nos envoyés spéciaux, Agnès Rotivel chez nous qui est sur le terrain, et on sentait leur jugement était un peu équilibré, c'est-à-dire on sentait qu'il y avait une volonté de croire en ce scrutin et en même temps beaucoup de prudence, comme si
un peu l'impression que les jeux étaient déjà, les dés étaient déjà jetés. Donc visiblement, le moment électoral a été décisif et il s'est passé beaucoup plus de choses finalement que ce à quoi on s'attendait. Il y a un changement plus important que celui auquel on s'attendait. Et donc ça veut dire qu'on est vraiment dans une séquence vraiment remarquable aujourd'hui en ce qui concerne l'Iran et en ce qui concerne toute la région. Quand on met bout à bout effectivement l'accord sur le nucléaire, la levée des sanctions internationales, les négociations sur la Syrie où l'Iran pendant très longtemps a été tenu à l'écart et aujourd'hui il est partie prenante. Et aujourd'hui ces élections, on voit bien qu'il y a une dynamique qui fait que l'Iran, qui était un pays sous la houlette de Ahmadinejad ou de Ali Khamenei, le guide, qui était quand même dans une posture alors à la fois révolutionnaire, agressive dans son environnement, est aujourd'hui un pays qui est en train de petit à petit d'évoluer et de chercher à apaiser un petit peu le jeu. Une précision qui pour moi est importante, c'est une percée d'autant plus remarquable et marquante qu'il faut rappeler que la plupart, une grande partie des candidats réformistes avaient été évincés par le fameux Conseil des gardiens, qui est une instance de blocage qui filtre les candidatures, y compris le petit-fils de l'ayatollah Khomeini, qui est un modéré et qui est un réformiste. Tout à fait, pour aller dans votre sens, il y a deux observations. D'abord, c'est la démocratie qui a gagné, mais pas seulement comme chez nous, toute seule. Elle a gagné, si j'ose dire, en dépit de cette forme de contrôle, y compris contrôle des candidats. On ne peut pas être candidat si on n'est pas accepté en tant que candidat. Y compris, bon. Donc, on a bien compris que c'était une démocratie sous surveillance avec des élections qui, quelque part, étaient, entre guillemets, organisées. Et là, à la surprise générale, puisque je pense que personne ne s'attendait à une victoire des réformistes, aux réformateurs et des modérés, à ce point, donc c'est une grande victoire de la démocratie. Et puis il y a autre chose. Lorsque les sanctions ont été levées à la suite de l'accord du mois de juillet sur le nucléaire, tous les titres des journaux disaient à peu près la même chose. L'Iran est passé du statut d'État voyou à celui d'une grande puissance régionale. Et je pense que, effectivement, le fait d'être reconnu comme grande puissance régionale et avec en plus cet élan réformateur fait que, assez curieusement, l'Iran, qui dans notre perception est assez négative avec le Hezbollah, les gardiens de la révolution, la guerre, etc., et puis tous ces leaders anti-urbanés qui veulent absolument contrôler la démocratie, ce visage-là est en train de changer et puis finalement, l'Iran se rapproche de nous et apparaît comme ce qu'elle est, c'est-à-dire un grand pays. De l'image qu'on a de l'Iran, mais là, en gros, vous nous dites que c'est même l'image qu'ont les Iraniens d'eux-mêmes qui a changé et qui permet peut-être ça aussi. Non, mais c'est peut-être que les Iraniens se rendent compte que nous avons une meilleure image d'eux-mêmes. Hein, c'est une grande puissance. Ça n'est pas une nation un peu, si vous me permettez l'expression, bricolée, comme tant d'États dans la région, si vous voyez ce que je veux dire. C'est une grande nation, c'est un empire, c'est des Perses. Et tout d'un coup, c'est vrai qu'on leur reconnaît à nouveau ce statut de grande puissance régionale. Et si en plus, il peut y avoir cet afflux de courants réformateurs qui va dans, entre guillemets, notre sens, c'est-à-dire d'une grande démocratie, eh bien, effectivement, il y a lieu de s'en féliciter. Pour moi, c'est la victoire de la société civile iranienne. Ça montre que quand on lui donne la chance de voter et qu'on respecte son vote, eh bien, ces gens-là peuvent s'exprimer et peuvent faire des choix décisifs. Et ça m'a impressionné de voir, en effet, tous ces jeunes, toutes ces femmes qui sont allées dans les bureaux de vote, qui ont fait la queue parce qu'ils voulaient à nouveau que leur vote fasse la différence. Bien évidemment, ils sont partis avec la peur, parce qu'ils se souviennent de 2009, le traumatisme. Qu'est-ce qui a changé? Est-ce qu'on pourrait imaginer que le résultat, s'il était confirmé, puisqu'on parle de tendance, là pour l'instant encore, je le rappelle, s'il était confirmé, est-ce qu'on pourrait imaginer que les gardiens de la Constitution annulent le résultat et que les Iraniens descendent à nouveau dans la rue? Est-ce que 2009, le scénario de 2009 en 2009. Ce scénario est possible ou pas? Je pense qu'il n'est pas possible. Je pense que c'est pas dans l'intérêt du Conseil des gardiens, c'est pas dans l'intérêt du guide suprême aujourd'hui de resserrer les vis. Ils viennent de remporter une énorme victoire avec ce deal nucléaire. Ça faisait quand même 10 ans qu'ils négociaient. C'est énorme. Et nouvelle étape, il y a un mois, la première levée des sanctions. C'est-à-dire, enfin, pour les Iraniens, c'est très très important. Ça veut dire qu'à nouveau, ils peuvent faire des lettres de crédit, les banques étrangères reviennent à Téhéran, le pays passe en effet de son statut d'État paria à État fréquentable. Et ça, c'est important. Et je pense que le guide, oui, l'Iran, c'est pas une démocratie,
démocratie, c'est pas non plus complètement une dictature. C'est ça qui est compliqué en Iran. Et le guide, à un moment donné, même si en 2009 il a refusé la voix du peuple, aujourd'hui il est dans une position, il se dit il faut que je sois pragmatique. Je vois ce qui s'est passé pendant les printemps arabes autour de moi, je vois ce qui se passe en Syrie à côté. Donc aujourd'hui, je préfère lâcher un petit peu du lest au niveau de ma société, quitte à resserrer les vis. Hein, c'est pas, on n'est pas dans une démocratie pleine et entière, mais en tout cas lâcher du lest pour permettre à cet Iran de retrouver une place sur la scène régionale. Sur le plan économique, alors donc il y a l'accord sur le nucléaire, la levée des sanctions qui devrait pouvoir avoir un effet sur le quotidien des Iraniens. Ça n'est pas le cas encore. Est-ce que la classe moyenne pourrait s'impatienter ? Je crois que cette histoire, bien sûr que beaucoup de gens ont pensé que la levée des sanctions, l'accord sur le nucléaire aurait un impact immédiat. C'est sûr qu'il y a de ça. Mais donc, s'impatienter peut-être, mais ils savent qu'on va sur la voie de l'assouplissement, le retour de l'Iran sur la scène internationale, etc. Mais moi, ce qui me frappe en regardant cette élection, c'est que l'Iran est un pays très spécial. C'est-à-dire le système démocratique, entre guillemets, en est quand même un. C'est vrai qu'en 2009, on se disait, on a vu comment la répression a été terrible, on a étouffé un peu je dirais l'élan populaire, mais là qui on contestait, regarde, je le rappelle, le résultat de l'élection présidentielle. Tout à fait. Pour Alors, Ahmadinejad, le candidat. Donc, quand on regarde l'architecture même du système, on a des élections directes pour élire le président, pour élire le Parlement, pour élire le Conseil des experts. Je trouve que dans cette région, c'est une architecture très insolite, particulière, et en même temps, donc, ils ont le moyen de laisser s'exprimer les gens, mais derrière, il y a ce Conseil des sages qui peut étouffer, etc. Qui surveille les lois, etc. Rappelons-le, le principal personnage, le personnage clé de l'État en Iran, c'est le guide suprême. Ouais. Or, on élisait vendredi aussi ceux qui seront amenés à le nommer, ou en tout cas à le démettre. On dit que le guide suprême est malade. Est-ce que ces personnes qu'on est en train de nommer aujourd'hui pourraient être amenées à élire son successeur? Est-ce qu'on pourrait même imaginer un Iran sans guide suprême? Est-ce que ça, c'est une question complètement absurde, ou on peut l'imaginer? C'est une question qui fait débat aujourd'hui en Iran, notamment dans les cercles religieux dans la ville sainte de Qom. Et je me souviens d'une initiative, enfin d'un projet qui avait été initié d'ailleurs par l'ex-président Rafsanjani, qui à un moment donné suggérait de remplacer le guide suprême par une sorte de collège de religieux, justement un collège de surveillance, et il proposait de donner plus de pouvoir au président. Donc c'est des sujets qui font débat, et c'est ça qui est intéressant en Iran, c'est que de l'extérieur on a l'impression que c'est figé, et en même temps il y a des discussions, il y a des tribunes dans les journaux réformistes, conservateurs, il y a une sphère, les réseaux sociaux sont très très actifs aussi, et donc c'est tout est envisageable, je dirais. Finalement, Ali Khamenei, le guide actuel, si je ne m'abuse, quand à la mort de Khomeini, donc le fondateur de la République islamique d'Iran, l'ayatollah Khomeini, quand il est décédé et qu'il a fallu lui trouver un successeur, on a trouvé un successeur qui rentrait pas dans le costume de Khomeini. Khomeini, c'était une stature beaucoup trop importante. Et Ali Khamenei, c'était au niveau des diplômes finalement de religieux dans le clergé chiite. C'était pas un gars très diplômé, donc c'était en fait c'était c'était une nomination très politique. Par défaut. Voilà, c'est ça. Oui, oui. Donc je pense que en Iran, il a toujours un petit peu cette image. Donc on peut imaginer effectivement que finalement cette fonction-là paraisse moins pertinente qu'elle l'était au moment fondateur de la révolution islamique. Cela dit, pour le moment, le régime, ça reste un régime qui combine à la fois un système théocratique, c'est quand même un guide qui est là parce que il est là parce que finalement il y a une relation avec le religieux, avec le divin, et puis un système démocratique effectivement avec ces élections. Et on comprend que ce soit assez compliqué. Parfois finalement la voix des électeurs est entendue, et parfois elle est au contraire annihilée. Ouais. Vous saviez ensuite, Mario. Je me permets juste un petit retour en arrière. Il y a
quelques années de cela, jeunes reporters ont envoyé pour une mission bien particulière qui au début ne me plaisait pas du tout. Il s'agissait d'aller à Naufle-le-Château dans les Yvelines pour voir un certain ayatollah dont on n'arrivait pas à l'époque à dire le nom, qu'avec une pointe d'ironie un peu condescendante, voire méprisante, on appelait l'ayatollah des Yvelines ou l'ayatollah des cassettes, parce qu'il faisait, je ne sais pas si vous vous rappelez, des milliers de cassettes dans ces toutes petites villas qui ressemblaient à rien du tout. C'était le Twitter de l'époque, voilà, d'ailleurs. Les Iraniens étaient innovants. Et à l'époque, donc, on voyait que c'était un personnage un peu protégé par la France. C'est M. Giscard d'Estaing qui l'avait fait, qui avait accepté qu'il arrive. Mais très sincèrement, aucun observateur, ni nous, jeunes journalistes, ni les grands observateurs, n'imaginait que cet homme-là, alors d'abord, allait retourner à bord d'un avion d'Air France à Téhéran. Et personne non plus n'allait imaginer que 35, 36 années allaient se poursuivre sous le signe d'une révolution islamique. Et parfois, je me pose la question, quand je vois l'étendue de cet empire perse, je me dis, est-ce que tout cela n'est qu'une parenthèse de type religieuse, théocratique? Est-ce qu'un jour ou l'autre, l'Iran va changer à nouveau de système? C'est vraiment une question que je me pose, parce qu'au fond, qu'est-ce que c'est que 35 ou peut-être même 40 années dans le cours d'un empire qui est stable et qui le restera? Justement, mais ma question se rattache aussi à ça, à cette préoccupation, parce que lorsqu'on regarde justement le système, ce qui me frappe, c'est qu'actuellement, donc on a vu une poussée des réformateurs, tout le monde, on en parle là sur le plateau. Mais en regardant ça de près, on voit aussi qu'il y a un vrai débat entre ceux qui estiment que, voilà, ce qui s'est passé, le deal iranien, le deal sur le nucléaire, tout ça, s'il y a des tentatives ou des risques d'infiltration des ennemis. Les ennemis, c'est qui? Les Occidentaux, ou cette forme de modernité qu'ils rejettent. Et on a ce débat-là qui est permanent, comme on le signale, et qui n'est pas loin d'être gagné, parce que les réformateurs sont beaucoup en ville, ils ont aussi gagné en province, mais il y a un Iran, j'allais dire éternel, qui aime bien, qui suit les ayatollahs et qui veut pas que ça change trop. Et je trouve, si on me demande aujourd'hui, mais évidemment on n'est pas devin, mais tel qu'on voit les choses aujourd'hui, j'ai l'impression que le régime peut encore durer très longtemps, tel qu'il a été construit, parce que vous pouvez voter, vous exprimer, mais il y a toujours des gens qui sont le conseil, ces gardiens de la révolution et d'une espèce de dogme iranien, de dogme permanent, et qui sont là, et cela ne bouge pas. Oui, pour revenir justement sur la pérennité de ce système qui est très complexe, c'est que à l'époque, l'ayatollah Khomeini et ses acolytes, il a eu l'intelligence, je dirais plutôt même la ruse, de créer justement donc cette ambiance démocratique, mais avec en permanence des institutions de blocage. On a parlé du Conseil des gardiens, il existe également le Conseil de discernement. Et puis, revenons à l'aspect militaire. À côté de l'armée régulière iranienne, il y a les fameux gardiens de la révolution. Donc il était malin à l'époque. Il s'est dit, il a voulu éviter un coup d'État en se disant, je crée un autre organe militaire parallèle qui aura le contrôle sur l'armée si l'armée se met contre moi. Et aujourd'hui, ces gardiens de la révolution, il faut le rappeler, ils sont très très puissants. Ils ont été très puissants au niveau du dossier nucléaire, mais aujourd'hui, ils sont très très actifs. C'est eux qui représentent, l'Iran à l'étranger. Alors justement, ça m'amène en Syrie, au Liban, ça m'amène à ma dernière question sur ce thème pour ouvrir un petit peu, puisque l'Iran au Proche-Orient est une puissance qui revient. L'Arabie Saoudite était là. Aujourd'hui, il y a l'Iran aussi. Ces élections sont suivies, évidemment, au Proche-Orient. Quel impact pourrait avoir pour la région un retour des réformateurs en Iran? Xavier. Alors, il faut mettre ça dans un cadre encore plus large géopolitique. Pour résumer, je dirais ceci. Actuellement, nous avons l'Iran qui est sur une pente ascendante, et vous avez l'Arabie Saoudite qui est sur une pente descendante. C'est un schéma, bien sûr. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a bien compris que l'affrontement actuel, il est entre ces deux-là, chapeautés par Russes et Américains. Mais on a bien aussi compris le déplacement géopolitique des États-Unis, qui glisse plutôt de l'Arabie Saoudite vers l'Iran actuellement. Et l'Iran, actuellement, on vient d'en parler pendant plusieurs minutes, a ce côté extrêmement démocratique qui émerge. On ne peut pas en dire autant de l'Arabie Saoudite. Et tout ça rentre dans le grand cadre de l'affrontement entre chiites et sunnites. On ne peut pas résumer toute la guerre, bien sûr, en Syrie, à ce seul affrontement entre chiites et sunnites, mais tout de même. Jean-Christophe. Oui, moi, je suis très prudent sur l'impact de l'évolution en interne de l'Iran avec la politique extérieure. Il me semble que Hassan Rouhani, le président, il est là pour s'occuper de la scène intérieure.
Il est là, le pays était en crise, le pays était soumis aux sanctions internationales, il souffrait énormément. Il fallait qu'il sauve le pays. Voilà, Rouhani, il fallait qu'il sauve le pays, qu'il desserre les taux et que les sanctions internationales sur l'Iran sautent. Mais la politique extérieure, c'est pas son domaine, c'est pas son domaine. Et donc, la politique extérieure, elle dépend notamment des passes d'Aran, donc ce corps d'armée, les gardiens de la révolution, ce corps militaire parallèle à l'armée qui est extrêmement puissant, financièrement très puissant. C'est eux, effectivement, qui sont au Liban, c'est eux qui sont en Syrie, c'est eux qui sont en Irak, et c'est eux, sans doute, qui sont un peu au Yémen aussi. Et donc, moi, je ne m'attends pas à une sorte d'apaisement de l'Iran sur la scène géopolitique régionale au Proche-Orient. Alors, Marie-Roger, d'un mot, et puis la conclusion pour Delphine, mais vraiment d'un mot, Marie-Roger. Non, d'un mot, c'est juste pour dire que, voilà, on parle de tout ça qui est intéressant, mais une chose aussi qu'il faut dire sur l'Iran qui est choquant, c'est anecdote, lorsqu'on va rencontrer une personnalité iranienne, il y a toujours quelqu'un qui vient vous dire, mais ne lui serrez pas la main, parce qu'il ne serre pas la main aux femmes. Donc ça, c'est encore l'Iran. Moi, je n'ai pas ce problème, mais... Delphine, voilà. Le mot de la fin pour vous, s'il vous plaît. Oui, je suis tout à fait d'accord. Cette élection, elle est rassurante sur la scène intérieure, c'est-à-dire que la population sent qu'elle va avoir à nouveau une sorte de, je dirais, d'espace d'expression, d'espace démocratique, mais ça reste une ouverture démocratique, je dirais, sous surveillance. Moi, mon sentiment, c'est qu'aujourd'hui, l'Iran se dirige plutôt vers un modèle à la chinoise, c'est-à-dire que on ouvre au niveau économique, légèrement au niveau social, mais on garde un certain contrôle, on garde la société sous un carcan, en l'occurrence pour l'Iran, le carcan religieux et moral. Et des résultats attendus pour l'Assemblée des experts en fin de journée. Logiquement ce soir et d'ici normalement demain ou vendredi pour le Parlement. Très bien. On continue. On va aller en Suisse maintenant où il y a comme un air de déjà vu ce dimanche. Rappelez-vous, le 28 novembre 2010, les citoyens avaient répondu oui à la question « Soutenez-vous l'initiative populaire pour le renvoi des étrangers criminels ?» Ce dimanche, ils étaient invités à répondre à la question suivante « Soutenez-vous l'initiative populaire pour le renvoi réel des étrangers criminels ?» Réel, un adjectif ajouté. Et on revote un texte à nouveau proposé par la droite populiste, l'UDC. De quoi susciter des réactions. L'humoriste montant suisse romande Thomas Wiesel ironise sur le journal envoyé à tous les ménages suisses par l'UDC. J'ai appris plein de trucs, hein. Rétablir enfin la sécurité, ils nous disent. Je savais pas qu'on n'était pas en sécurité, mais j'imagine que oui, puisqu'il faut la rétablir. Mais comment ? Eh ben, ils ont la réponse avec l'initiative sur le renvoi des criminels étrangers, deuxième du nom. Parce qu'on a peur. C'est Mila, le gentil Tony, nous dit que beaucoup de femmes, de personnes âgées et de jeunes, ils osent plus sortir de chez eux. Mais c'est vrai, je m'étais fait la réflexion, dans la rue, on voit plus que des hommes de 50 ans. J'avais l'impression d'être à un concert de Johnny, ou une réunion de la direction de l'UDC. Il y a plein de criminels étrangers qui sont pas expulsés, mais qui sont des récidivistes potentiels. Donc ils n'ont pas commis plusieurs crimes, mais attention, parce qu'ils pourraient le faire. Hein. Moi je me réjouis qu'on nous explique que les étrangers qui n'ont encore pas commis de crimes, c'est des criminels potentiels, donc forcément des récidivistes potentiels. Il faut pas se laisser avoir, hein. C'est fourbe un étranger, c'est même à ça qu'on le reconnaît. Les étrangers au chômage, c'est des fraudeurs potentiels. Attention, d'ailleurs la fraude à l'aide sociale, c'est un crime passible d'expulsion pour l'UDC, mais pas la fraude fiscale, non. Ou alors ils avaient juste oublié de le mettre, ça arrive à tout le monde d'être étourdi. Hein. Puis avouons-le, les étrangers quand ils sont riches, c'est quand même moins pénible à supporter. L'UDC, c'est le seul parti, ils le disent, qui s'engage pour que les Suisses soient libres et indépendants, et qui représente le peuple suisse avec l'animal qui symbolise le mieux la liberté et l'indépendance. Le mouton. On a un mouton autour de la table, Xavier. Ni noir ni blanc. Ni noir ni blanc. Les Suisses auraient dit non à cette proposition controversée de l'UDC d'expulser automatiquement les criminels étrangers à 59%. C'est plutôt une surprise. Alors, c'est la première surprise, puisqu'on disait que ce scrutin serait extrêmement serré. On parlait de 51, 52% dans un sens ou dans un autre. 59%, c'est un rejet. Mais vous venez de dire le mot qui est la clé. Automatique. Il s'agissait, il faut bien le rappeler, il y a eu un premier texte voté il y a 6 ans par une majorité de Suisses, et en Suisse le peuple a toujours raison, il a toujours raison parce que c'est lui qui a le dernier mot, et c'est le principe même de la démocratie directe, qui peut bien servir de modèle dans pas mal de pays d'ailleurs. Donc le peuple avait dit oui au renvoi des étrangers criminels récidivistes pour un certain nombre de crimes. Là-dessus, le Parlement a eu beaucoup de mal à mettre en œuvre cette première initiative. Et ce texte sur lequel les Suisses étaient appelés à voter aujourd'hui, c'était effectivement ce qu'on appelait la mise en œuvre de cet accord. Sauf que ce deuxième texte allait beaucoup plus loin que le premier, avec notamment cette possibilité de renvoi
automatique. Il ne s'agissait plus seulement de crimes, mais peut-être de délits. Et surtout, cela échappait totalement, en tout cas pour la plupart des cas, j'allais dire, à la chose judiciaire. C'était simplement à caractère administratif. Donc, certains ont dit, prenez le cas d'un étranger qui est né en Suisse, qui n'est pas suisse, mais il est né en Suisse, et il a fait un premier petit délit, ça passe. Et au deuxième petit délit, on parle le renvoie. d'une faute au code de la route. Voilà, oui, par exemple. Donc effectivement, je pense, c'est une opinion, que c'est ce côté automatique et strictement administratif qui fait que les Suisses ont dit non à 50%. Alors, il n'en reste pas moins que le premier texte doit encore être mis en œuvre, et effectivement, lorsqu'il le sera, bon, ça pose bien des problèmes au niveau de la Cour européenne, mais lorsqu'il le sera, effectivement, des étrangers en Suisse coupables de crimes, selon certaines conditions, pourront être expulsés, à condition de trouver des pays qui vont les accueillir. Ça, c'est aussi une question. Dans tous les cas, cette campagne a marqué le retour aussi des affiches électorales représentant ce fameux mouton noir expulsé du drapeau suisse par un mouton blanc. Une affiche qu'on avait déjà vue en Suisse. Réplique anti-UDC tout aussi polémique, vous allez le voir, avec la croix blanche sur fond rouge transformée en croix gammée. On y compare la date d'aujourd'hui à celle de l'arrivée au pouvoir d'Hitler en 1933, à celle de l'introduction de l'apartheid en Afrique du Sud en 1948. Ce visuel que vous voyez là a été retiré des gares. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est encore une votation qui donne une mauvaise image de la Suisse à l'étranger. Les Suisses sont-ils plus racistes que les autres ? Non, on ne peut pas dire que ça donne une mauvaise image de la Suisse. Encore une fois, le peuple a raison, parce que c'est le principe même de la démocratie. En tout cas, à l'étranger, souvent, c'est mal perçu. C'est des votations qui sont l'étranger est mal perçu. Maintenant, permettez-moi de dire que ce que souvent les Suisses disent tout haut parce qu'on leur donne la possibilité de s'exprimer, c'est probablement très exactement ce que la plupart des Européens diraient si on leur donnait la chance de s'exprimer. Et je pense qu'une initiative sur le renvoi des criminels étrangers, vous la faites en France, vous la faites en Allemagne, vous la faites en Grande-Bretagne, ça dépasserait probablement le score des Suisses. On va s'adresser aux Français, Jean-Christophe. Écoutez, c'est vrai que cette initiative, transférée en débat français, tout de suite, ça fait penser au débat sur la déchéance de nationalité. Et donc, voilà, on voit bien que cet enjeu, finalement, de sanctionner des étrangers qui commettent des délits ou des crimes sur un territoire donné, c'est un sujet qui, aujourd'hui, préoccupe un petit peu un certain nombre de partis politiques. Et donc, il me semble que cette initiative de l'UDC en Suisse, et l'UDC, ça fait maintenant une quinzaine d'années qu'ils sont extrêmement actifs, présents, qu'ils imposent des sujets. Puisque ça, ils sont partis majoritaires. Oui, c'est ça, absolument. Et donc, mais ce qui se passe en Suisse aujourd'hui, c'est évidemment ce qu'on voit se passer dans quasiment tous les autres pays européens aujourd'hui, avec des partis populistes, voire d'extrême droite, qui poussent des sujets, mettant l'étranger un petit peu au centre de la table et essayant finalement de capitaliser des voix sur le rejet d'étrangers. Et dans un contexte de crise migratoire que connaît l'Europe, quelle incidence cette crise migratoire peut avoir, sur ce type de questions ? Disons, la crise, j'y viens, mais la votation suisse, pour moi, je trouve que c'est une petite halte, une pause dans l'hystérie collective contre les étrangers. On se dit, on est tous surpris, dont les gens peuvent faire preuve de discernement et vraiment montrer leur attachement au système démocratique, à l'état de droit, où on ne fait pas n'importe quoi. Je trouve ça c'est rafraîchissant et c'est rassurant. On a vu ça aussi, pour parler de la crise migratoire. On a vu comment la France, comme on dit au Mali, a gâté son nom. C'est vraiment pas elle qui a sauvé l'honneur, c'est l'Allemagne. Mais il y avait des moments aussi réjouissants où on se dit l'humanité n'est pas totalement perdue chez nous. C'est lorsqu'il y a eu les événements de Cologne. Cette votation me fait penser à ça. Et Zurich aussi, rappelons-le, parce qu'il y a eu des agressions similaires à Zurich aussi, et dans d'autres villes. Et dans d'autres villes, c'était un choc total. Mais j'ai vu des banderoles d'Allemands et d'Allemandes qui disaient stop, ne faisons pas d'amalgame, il y a des voyous et des criminels musulmans, mais les sexistes, il y en a partout. Donc, c'était très dur de faire ça à ce moment-là, et je trouvais que c'était très puissant
que les gens le fassent, que les Allemands, il y a des Allemands pour le faire. Delphine. Moi, ce qui me marque beaucoup aussi, c'est, enfin, on est vraiment dans le flux permanent de l'information, de l'actualité. Et pour revenir à Cologne, ce qui est terrible, c'est qu'il y a eu une stigmatisation parce qu'on était en pleine crise migratoire. Voilà. Donc on a mis tout sur le dos des réfugiés syriens. Or, l'enquête a montré qu'il n'y en avait aucun. Il y avait un Irakien et un Syrien. Tous les autres, c'était des Maghrébins, Algériens, Marocains qui vivaient depuis des années. On n'était en tout cas pas des migrants en transit. Aujourd'hui, pour travailler sur ces zones-là, dans ces pays-là, aujourd'hui je suis basée en Turquie où il y a quand même 2,5 millions de réfugiés syriens, ça se passe plutôt bien par rapport à un tel nombre, donc ça veut dire que l'intégration c'est quand même possible. Ils ne sont pas intégrés, ils sont dans des camps. Ils ne sont pas dans des camps. Ils sont pas 10% des réfugiés syriens sont dans des camps, tous les autres sont intégrés dans les grandes villes. C'est vrai qu'il y a des problèmes avec la Turquie, mais si on compare, est-ce que la France aurait été capable de recevoir 2,5 millions de réfugiés? Mais même pas 30 000. Ça aurait été une révolution. Donc, il faut reposer les choses dans leur cadre. Moi, juste pour terminer, quand je vois cette affiche du mouton blanc qui expulse le mouton noir, j'avoue que je suis choquée. Peut-être parce que ça fait un certain temps que je ne vis plus en Europe, mais en tout cas, je trouve que ça renvoie une image des étrangers qui est horrible. Et la stigmatisation, moi, c'est ce qui me fait peur aujourd'hui, c'est que les gens s'isolent. La stigmatisation ne va faire que renforcer les extrémismes. À ce stade de la discussion, je crois qu'il faut faire très attention parce que là, on est un petit peu en train de faire l'amalgame entre immigrés et puis étrangers criminels. Revenons un instant à cette fameuse affiche du mouton noir et du mouton blanc. Donnons 1 minute la parole aux tenants de cette initiative. Ils disent quoi? 2 chiffres que personne ne nie. Sur 10 prisonniers en Suisse, presque 7 sont étrangers. Tout près de l'endroit où j'habite, dans la grande prison de Chandelon, à Genève, le pourcentage d'étrangers dans cette prison est de 92%, 92%. Ça, ce sont des chiffres qui ne sont pas contestés. Voilà de quoi parle l'UDC. Il faut lui reconnaître absolument l'honnêteté vis-à-vis de ça. Alors qu'ensuite, certains, y compris au sein même de ce mouvement, fassent l'amalgame avec les immigrés, peut-être, mais vraiment distancions-nous de cet amalgame qui est extrêmement dangereux. Oui. On ne peut pas décréter que tous les étrangers, tous les immigrés qui arrivent sont évidemment des criminels en puissance, bien sûr que non. Et merci de le rappeler, puisqu'on commençait le thème comme ça avec ce jeune humoriste. On va, si vous le voulez bien et si vous en êtes d'accord, terminer sur ce rappel qui ne fait pas de mal. On est bien d'accord. Je vous propose qu'on s'intéresse maintenant à la semaine de Dilemme en dessin, comme tous les dimanches. Un coup de crayon pour décrire l'actualité. Et il commence, ça ne lui a pas échappé évidemment, avec Gianni Infantino, élu à la tête du foot mondial. Un billet vert équivaut ici, vous le voyez, à un bulletin dans l'urne. Rétablir la confiance et l'image catastrophique de la FIFA. Vaste chantier pour le patron. On en a parlé tout à l'heure. Billet vert. On en parlait tout à l'heure aussi. En Iran, le président Rouhani va-t-il pouvoir poursuivre sa politique et entamer les réformes promises, des réformes notamment aux femmes, pour les femmes? Les premiers résultats, on le voyait tout à l'heure, les premiers résultats des élections laissent entrevoir une percée de son camp. Damas annonce la tenue d'élections législatives le 13 avril prochain dans un pays en guerre depuis 5 ans. Un cessez-le-feu est entré en vigueur hier samedi. Il est globalement respecté, indique la Russie. Même BHL, et c'est dire, même BHL n'est pas au courant des opérations françaises ultra secrètes en Libye. On a en ce moment des témoignages assez contradictoires cette semaine sur la présence de forces spéciales et d'agents secrets en Libye, donc. Et enfin, François Hollande a goûté à tous les produits des éleveurs présents à l'ouverture du Salon de l'Agriculture. Le président français s'est fait siffler, hué, voire même insulté dans un climat de crise agricole. Lequel vous retenez, Marie-Roger ? Je crois peut-être François Hollande. Pourquoi ? Mais parce que c'est drôle et que ça montre un François Hollande un peu perdu, toujours un peu paumé et en même temps constant. Il montre jamais que ça va mal. Et voilà, donc c'est un peu mignon. En même temps, ça montre la situation. Delphine, même question pour vous. Si on a un qui retient votre attention. Moi, j'aime bien le BHL avec la Libye parce que BHL a dit beaucoup de bêtises. Et donc, ça fait du bien de remettre les choses à leur place et sur le ton de l'humour. Je trouve ça génial, surtout concernant la Libye. D'accord. Et puis très rapidement, à vous aussi, lequel vous retenez ? Le tchador iranien, ils ont promis l'ouverture, mais j'ai surtout été frappé par la Syrie. Et je trouve que Dilemme, qui est algérien et qui
connaît les années extrêmement sanglantes de la guerre civile en Algérie, peut aller pousser très loin comme ça cet humour. Je pense qu'un auteur français ne pourrait pas forcément aller aussi loin. On n'a vraiment plus le temps, mais alors dites-nous simplement lequel vous retenez. La Syrie, 5 ans de guerre, bientôt 300 000 morts. On en est encore en train de discuter sur la possibilité de peut-être continuer un cessez-le-feu. C'est vraiment tout à fait honteux et ça dénote un manque de gouvernance totale qui est à l'origine de bien des problèmes. Et on en reparlera très vraisemblablement dans Kiosque et peut-être avec vous. Merci beaucoup d'être venu en plateau ce dimanche et merci à vous qui nous regardez aux 4 coins de la planète. À dimanche prochain.